4, on y va. Super. Je vais vous partager mon écran pour vous introduire, enfin pour introduire le sujet. Hop et puis ensuite je laisserai la parole à Morgane. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui, que ce soit par, le programme, New Data for Fashion organisé par Euritech ou que ce soit par, ton réseau Morgane de j'imagine la French Fashion Union et ton réseau personnel. Aujourd'hui donc on a le plaisir d'accueillir, Morgane pour parler de comment construire une machine de croissance pour sa marque de mode. Je vais t'introduire Morgane avec quelques mots. Donc tu as 30 ans, tu as fondé plusieurs entreprises, plusieurs organisations. La première c'est The Worth Project, qui est ton je sais pas comment on dit, ton agence, ton programme de croissance pour les marques. Ouais, même moi, je sais même pas comment l'appeler. Alors, j'ai vu sur ton site, donc programme de croissance pour les marques qui veulent faire, du digital le levier principal d'acquisition. Et j'ai aussi vu que tu avais lancé une e-formation, pour les marques. Donc si ça vous On va intéresse lancer. peut-être, On va lancer. que Là, vous on la allez lancer, prépare. Ouais, ouais. et on peut s'inscrire dès maintenant Mm, pour avoir le programme de e-formation et que mm, sinon tu fais des programmes de 6 mois pour accompagner les marques, sur leur croissance. Tu as aussi fondé la French Fashion Union, qui est une organisation, sur Facebook, pour les petites marques. Et puis tu as cofondé Esther Bancel, qui est une marque de prêt-à-porter engagée dans l'upcycling. Donc ça fait pas mal de choses, ça fait 8 ans que tu fais ça. Et je pense que tu es la bonne personne pour nous parler de comment construire, une marque et comment construire une croissance. Moi je suis Célia, donc je travaille pour Euritech. Je m'occupe, du marketing et de la communication. Peut-être que certains m'ont déjà vu dans les webinaires, du programme de solidarité. Donc aujourd'hui, on accueille Morgane et dans 2 semaines, on accueillera une personne, une journaliste de Vogue sur les relations presse et publiques, si ça vous intéresse, aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de ce contenu. Quels sont les meilleurs canaux d'acquisition? Comment mettre en place une machine de croissance? Comment tester et définir sa meilleure structure de vente? Et comment s'assurer d'être rentable? Donc ça fait un programme assez chargé. Morgane, tu vas nous faire ta présentation pendant une demi-heure. mm. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc pendant la présentation, à poser directement en chat. Vous pouvez poser soit à tous les conférenciers, soit juste à nous, via une petite option. Et puis, j'interromprai Morgane pour te poser les questions, au fur et à mesure, ou à la fin, on pourra avoir aussi une session d'échange. Donc je te laisse, partager ton écran Ouais. et nous guider à travers, ton contenu. Allez, hop. C'est le moment où ça doit marcher. Voilà, parfait. Activer le mode plein écran. Hop. Je pense que c'est bon. Tu me confirmes? C'est bon, tu peux y aller. Ok, super. Top. Alors, on va passer la partie présentation que je peux faire d'habitude. Effectivement, je rajoute juste, si jamais vous avez envie de me contacter, le meilleur moyen, ça reste LinkedIn. Hein. Je suis sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, même juste à faire une demande de contact. J'accepte avec plaisir. Donc, effectivement, le sujet d'aujourd'hui que je traite depuis 8 ans, et on verra, j'en parlerai un peu après à travers différents prismes, c'est comment construire une machine de croissance pour sa marque. Alors, généralement, quand je rencontre pour la première fois des marques ou des créateurs ou peu importe, la première chose quand je leur dis mon métier, donc construire des machines de croissance, donc faire de l'agro, peu importe, mais en gros, l'idée c'est de faire plus de ventes grâce au digital. La première question qu'ils vont me poser, c'est celle-ci. C'est quels sont les meilleurs canaux d'acquisition? Ok, moi j'ai une marque qui me dit, moi je fais de la chaussure, moi je fais du prêt-à-porter, machin. Tu peux me dire quel canal d'acquisition je dois utiliser pour être riche demain? Et j'ai à peu près toujours la même réponse, c'est celle-ci. C'est aucun, tous. En vérité, j'en sais rien. J'ai aucune idée de quel est le meilleur canal d'acquisition pour une marque.
C'est strictement impossible à dire pour la simple et bonne raison, c'est que chaque marque en vérité est unique, chaque marque a son propre marché, chaque marque a son propre produit, a son propre ton, son propre branding. Bref, vous avez tous quelque chose d'unique, vous êtes tous uniques. Et donc, c'est impossible de te dire, toi, Instagram va marcher, toi, il va pas marcher, ainsi de suite. Par contre, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, la question à laquelle je sais répondre, c'est comment découvrir en fait quel est le meilleur canal d'acquisition pour une marque. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour découvrir le plus rapidement possible. Alors, moi, c'est un programme de 6 mois, mais normalement, mais pas 6 mois, mais ça peut arriver à découvrir. Si on n'a pas de chance, on peut mettre jusqu'à 6 mois pour le découvrir. Normalement, on met un peu moins. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'en 2-3 mois, on arrive à découvrir quels sont les leviers d'acquisition qui sont les plus performants pour notre marque et pour notre sujet. C'est pour ça que je déconseille toujours à toute marque de dire, OK, je sais pas, Cézanne, elle a réussi sur Pinterest, je vais faire comme elle, je vais aller sur Pinterest, ça va forcément marcher. On n'en sait rien, il faut tester, c'est peut-être pas le cas, ça sera peut-être le cas, mais en tout cas, l'idée, c'est de valider ou non si ça fonctionnera pour vous. Donc, dans cette formation, on va apprendre comment est-ce qu'on va concevoir une machine de croissance pour valider effectivement quels sont les meilleurs leviers d'acquisition. On va regarder comment est-ce qu'on, une fois qu'on a validé ces leviers d'acquisition, comment est-ce qu'on définit une structure de vente. Et enfin, à la fin, et qui est une question vachement importante, enfin une étape vachement importante, c'est comment est-ce que je m'assure d'être rentable. Parce qu'il m'arrive souvent de tomber sur des comptes qui me disent, regarde, moi je fais 10 000 € de chiffre d'affaires ou plus, peu importe, sur Facebook Ads, c'est super. Puis je mets un peu le dedans. Je dis, ouais, mais regarde, à chaque fois que tu mets 1 euro, tu gagnes 80 centimes. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Tu vas droit à la catastrophe. Alors, c'est bien, tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires, mais c'est un canal qui n'est pas rentable pour toi. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentable? Ça, après, pour rentrer dans le sujet. Est-ce que c'est parce qu'il est mal géré ou parce que c'est un canal qui ne convient pas à la marque, c'est autre chose. Donc, il y a une équation toute simple à respecter pour savoir si votre canal, effectivement, est rentable. Il ne suffit pas de faire du chiffre d'affaires pour valider un levier d'acquisition. Donc, ça, ce sont les 3 aspects qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Alors, si vous avez un clavier, vous pouvez répondre dans le chat. Selon vous, de quoi avons-nous besoin pour vendre? De quoi a besoin une marque pour vendre? Allez, lancez-vous dans le chat, laissez-moi pas tout seul et dites-moi, selon vous, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vendre? Après, promis, je vous donne la réponse, mais je pense que vous l'avez toutes. Alors, Andrea, une identité forte, effectivement, ça fait partie, mais ça ne fait pas partie du socle de base. Là, on parle vraiment d'un point de vue socle de base. On a besoin, allez, je vous donne un indice de trois piliers pour vendre. Sans ça, c'est même pas la peine d'aller commencer à vendre, en fait. Avant les bots visuels, alors une collection forte, ouais, je dirais même peut-être juste une collection, un produit, un service. Alors Thomas, ouais, tu chauffes, effectivement. Moi, j'appelle ça même une offre. Parce qu'avoir un produit, ça ne suffit pas en fait à vendre. Hein. Il faut avoir une offre autour de ce produit, sinon on ne vend pas. Une communauté, ouais, une communauté, mais même avant la communauté, avant d'avoir construit ta communauté, en fait, il faut surtout un marché. Storytelling, produit, connaître sa cible, voilà, effectivement. Donc, on en a trouvé 2. Vous m'avez dit à peu près la cible et le produit. Il y en a un ou alors je ne l'ai pas vu passer dans les commentaires, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est effectivement un canal de vente. Que ce soit un site internet, que ce soit un pop-up store, que ce soit une boutique, peu importe. Aujourd'hui, pour vendre, si vous voulez vendre, il vous faut une cible, donc votre marché que vous avez identifié, un canal pour adresser ce marché et une offre, quelque chose à lui proposer. Et une fois qu'on a ça, normalement, on peut vendre. Alors, comme ça paraît simple, effectivement, si on a ces 3 piliers, on peut vendre. Alors, ça veut dire qu'on est tous millionnaires et qu'on a tous une marque qui fait plusieurs millions et on est tous super connus. Bon, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Malgré tout, il vous faut quand même ces 3 piliers-là et ça, il faut bien l'avoir en tête et il faut que ces piliers soient parfaitement identifiés. Maintenant, une fois qu'on a identifié ces 3 piliers, on va se heurter à une problématique et là, on parle du digital, on parle pas des boutiques ou des pop-up stores, et encore quoique, ça pourrait s'appliquer, mais là, on parle du digital. On a cette problématique-là. Quand vous avez trouvé votre marché, quand vous avez un produit et que vous avez trouvé un canal, quoi qu'il arrive, sur votre marché, il y aura seulement entre 1 et 3% de votre audience qui vous achètera vos produits. Ça, ce n'est pas une invention ou quoi que ce soit, c'est une réalité statistique. Si on a un marché de 100 personnes, sur ces 100 personnes, quoi qu'il arrive, on n'aura que entre 1 et 3 qui vous achètera votre produit. Et plus vos prix sont élevés, plus vous allez vous rapprocher du 1, voire même descendre en dessous de 1 parfois pour les produits très très chers.
Et ça vaut sur la partie e-commerce. Et cette réalité, en fait, elle est due à ça. Au fait que sur votre marché, vous allez avoir des profils différents de maturité de votre audience. Vous allez avoir 60% de votre audience, en fait, qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de votre produit. Alors, je ne vais pas débattre tant mieux, parce que des fois, quand je le fais en live, tout de suite, ça réagit. On se lève, on me dit non, mais nous, on fait de la mode, on n'a pas forcément besoin de notre produit. Alors, bien sûr que si, même dans la mode, on a besoin de notre produit, ne serait-ce que le fait que de se vêtir, effectivement, c'est un besoin primaire, on ne peut pas sortir tout nu, mais au-delà de ça, si on reprend un petit peu les fondamentaux, pyramide de Maslow, tout ça, aujourd'hui, quand vous créez un vêtement, vous allez créer un vêtement pour quelqu'un qui a besoin de s'identifier dans une société et le vêtement que vous allez lui fabriquer, que vous allez lui donner, va lui permettre de s'identifier à travers ces communautés-là et de dire des choses sur lui. Donc, rien que pour le besoin d'appartenance, par exemple, effectivement, les gens ont besoin de vos produits. Donc, ça, c'est un problème sur lequel vous devez tout de suite évacuer. On a besoin de la mode, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais 60% des gens ne savent pas qu'ils ont besoin de votre produit. Donc, ça enlève déjà plus de la moitié des personnes qui vous achèteront pas. 20% savent qu'ils ont besoin de votre produit, mais franchement, ils vont rien faire, ils vont pas agir. Ils vont même pas essayer de faire quoi que ce soit. Ils savent, oui, qu'ils leur font une belle veste ou je ne sais quoi, mais ils vont pas aller le chercher. 17% savent qu'ils ont un besoin et vont chercher, vont se mettre en recherche active pour répondre à leurs besoins. Mais alors, eux, le problème, c'est qu'ils vont pas agir. Ils vont pas agir, enfin, ils vont pas passer à l'étape d'achat. Et enfin, à la fin, sur toutes ces personnes-là, il y en a seulement 3% qui ont acheté. Alors, pareil, quand je parle aux créateurs, ils me disent bah, c'est simple, hein, moi je ne vais pas m'embêter super longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ces 3%. Pourquoi aller m'embêter à aller chercher les autres? Ils ne veulent pas de moi. Bon, bah, je vais aller voir ceux qui achètent les 3%. Effectivement, ça pourrait être une bonne stratégie avec le tout petit bémol, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vouloir aller chercher ces 3% d'acheteurs. Ces 3% d'acheteurs, ils sont extrêmement courtisés parce que ce sont des gens qui sont chauds. Vous pouvez les adresser aujourd'hui, ils vous achètent demain. Et donc ça, tout le monde les veut. Et si tout le monde les veut, ça veut dire que s'il y a une grande majorité de jeunes créateurs parmi nous, ça veut dire qu'il va y avoir des beaucoup plus gros que nous qui les veulent aussi, ces acheteurs. Des concurrents beaucoup plus gros que nous. Et ils ont un avantage sur nous, ces gros concurrents, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous pour aller les chercher. Il faut savoir que quand on met en place une stratégie de croissance sur le digital, le faire gratuitement, ça n'existe pas. Si on vous promet de le faire gratuitement, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il faut forcément du budget parce que des acheteurs, ça s'achète. Quand vous voulez un prospect, quand vous voulez un acheteur, il va falloir donner de l'argent à un média, à un canal, il va falloir donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il vous apporte ces clients-là. Et quand on n'en a pas beaucoup, quand on en a moins que nos concurrents, aller se battre face à ça, c'est extrêmement difficile. Donc, la stratégie, moi, que je propose systématiquement, c'est d'aller, en fait, tenter de se concentrer sur les personnes, en fait, que les plus gros que nous ne savent pas forcément adresser, ou ceux qui ont plus d'argent ne savent pas forcément adresser ou ne veulent pas adresser parce qu'ils ont l'argent pour aller chercher le bas du tunnel. Et ce sont toutes les personnes au-dessus qui n'ont pas encore fait leur décision d'achat, mais qu'on va pouvoir accompagner petit à petit dans la prise de conscience de leurs besoins et dans le déclenchement de l'achat. Pour faire ça en place, j'ai donc mis en place un système que j'appelle la machine de croissance. La machine de croissance, elle va être capable, si je reviens, de traiter l'ensemble de la chaîne de maturité et de prendre les 60% et de les faire glisser dans les 20%, dans les 17% et puis dans les 3%. Alors forcément, c'est un processus un peu plus long, mais c'est le processus le moins coûteux et le plus efficace aujourd'hui pour vous ouvrir des marchés qui n'existaient pas avant ou alors sur lesquels vous n'aviez pas accès, auxquels vous n'avez pas accès parce que vous n'aviez pas forcément des budgets à plus de millions d'euros par mois. Parce qu'il y a des boîtes qui mettent plusieurs millions d'euros par an dans l'acquisition de ces 3%. Alors, une machine de croissance, donc la petite définition, c'est ce que je disais, donc c'est une méthodologie dont l'objectif est la croissance rapide par tous les moyens de marketing digital pour un service, un produit, une marque. Avant de vous parler de cette méthode, j'ai besoin de faire un petit retour en arrière sur comment je l'ai créée. Donc, c'est une méthode que j'ai vraiment créée moi-même. Alors, il y en a peut-être d'autres qui l'utilisent. Franchement, j'en sais rien. Je ne dis pas que j'en ai la paternité à 100%, mais en tout cas, c'est celle que j'ai mis en place dans mon petit coin et que j'ai testé avec des dizaines de marques sur plusieurs années et qu'aujourd'hui, j'utilise pour les marques.
Cette méthode, elle vient du monde de la startup. Avant d'être spécialisé mode, j'étais dans la tech. J'ai créé plusieurs startups. Et en fait, quand vous montez un produit complètement tel dans une startup, vous ne vous posez même pas la question, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des techniques de growth hacking. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce que c'est que le growth hacking. En gros, le growth hacking, c'est simplement du marketing, mais appliqué au web et qui permet de grossir ultra rapidement. Donc ça, tout le monde en faisait dans les années 2010. Personne ne savait à peu près ce que c'était, mais tout le monde disait, OK, je vais mettre en place des techniques sur le web pour aller chercher des clients. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Airbnb. Airbnb a grossi très vite grâce à la technique de growth hacking. Pendant 3 ans, ils n'arrivaient pas. Voilà, dans leur modèle, ça ne fonctionnait pas. Ils n'arrivaient pas à trouver des clients. Et un jour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, tiens, si toutes les annonces qu'on a sur Airbnb, si on les envoyait automatiquement, alors par un système technique, ils avaient branché ça, sur Craigslist. Alors Craigslist, c'était le bon coin, c'est toujours d'ailleurs, c'est le bon coin américain. Donc vous imaginez, à chaque fois qu'il y avait une annonce pour un appartement sur Airbnb, elle était automatiquement postée sur Craigslist. Et Craigslist, eux, avaient un trafic absolument monstrueux mensuellement parce que c'était vraiment le leader là-bas. Et donc, à chaque fois que quelqu'un cherchait un appartement sur Craigslist, il tombait sur une annonce Airbnb, il cliquait dessus, ça le renvoyait sur Airbnb. Et donc, en moins d'un an, ils ont explosé, ils ont réussi grâce à ça à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça s'appelle du growth hacking. À l'époque, ça n'avait pas ce nom-là. Et il y a un gars qui s'appelle Sean Ellis, qui lui dit, tiens, il y a plein de gens qui font plein de trucs intéressants sur le web, et si j'allais le théoriser. Et pour le théoriser, il a mis en place ce modèle qui s'appelle le modèle ART. Et en fait, c'est le modèle que j'ai utilisé pendant des années. Ce modèle-là reprend le cycle de vie d'un acheteur sur un produit ou un service. Donc, un acheteur, quand vous êtes dans une startup, avant de devenir client récurrent chez vous, d'abord, il va falloir le faire venir sur votre site. Donc, c'est l'étape acquisition que vous avez tout en haut. Donc, ce sont tous les leviers que vous pouvez utiliser pour le faire venir sur votre site, la publicité, le flyer, tout ce que vous voulez. Ensuite, il va falloir l'activer, ce qu'on appelle l'activer. Donc, l'activer, c'est la première rencontre avec le produit. C'est la première fois qu'il va commencer à utiliser votre produit. Et là, vous voyez que c'est un modèle très startup parce qu'en fait, la première fois qu'il utilise un produit dans une startup, c'est bien souvent gratuit. Je pense que vous utilisez tous aujourd'hui des services en ligne gratuitement. Et à la fin, si vous voulez utiliser un peu plus le service ou avoir des options supplémentaires, il va falloir payer. Donc ça, c'est la première rencontre avec le produit. Ensuite, la rétention. La rétention, c'est le fait de faire revenir plusieurs fois le client sur le produit. Ensuite, la recommandation, le faire parler du produit. Et enfin, le revenu. Le revenu était juste à la fin parce que vous êtes tellement amoureux du produit qu'à la fin, en ayant l'utilisé gratuitement plein de fois, vous allez finir par payer. Donc ça, c'était un modèle que j'ai appliqué des dizaines de fois, qui fonctionne très, très bien. Donc, je me suis mis ensuite à avoir pour la première fois un client mode il y a quelques années de ça. Et je me suis dit, tiens, je vais appliquer le même modèle tout bêtement parce qu'il fonctionne dans la startup. Je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnait pas dans la mode. Et en fait, je me suis vite rendu compte que non, il ne fonctionnait pas dans la mode. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous faites venir des clients sur votre site, le produit, il l'achète tout de suite. Il ne va pas le tester gratuitement. Il n'y a pas, je le fais tester pendant un petit moment et puis après, il me paye s'il veut une manche en plus ou s'il veut je ne sais quoi en plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais reprendre ce modèle de base et je vais le retravailler pour qu'il colle plus au cycle de vie d'un client dans la mode. Et donc, le modèle que j'ai mis en place, c'est le modèle ACRE, c'est celui-ci. Et là, vous allez voir qu'il fonctionne beaucoup mieux avec le cycle de vie d'un acheteur. La première étape, quand on a une marque de mode, c'est ce que j'appelle l'awareness, c'est le fait que le client prenne conscience que vous existez. Ça va être la première fois qu'il va prendre contact finalement avec votre proposition de valeur, avec qui vous êtes, avec votre mission, et qui va commencer à se dire, tiens, il y a sûrement un intérêt, vous allez commencer à remonter un petit peu dans son état d'esprit parce que vous fitez avec lui. Parce que c'est la bonne mission en face de la bonne cible. Ensuite, deuxième étape, c'est de le faire venir sur votre site. Une fois que vous l'avez séduit avec votre mission, vous allez le faire venir sur votre site. Donc là, c'est les canaux d'acquisition, c'est le faire venir sur votre site. Une fois qu'il est sur votre site, votre seul et unique objectif, c'est de le convertir, alors soit en acheteur, soit en lead. Pourquoi en lead? Parce que rappelez-vous que
enfin 97% pardon, des clients ne sont pas prêts à acheter. Donc, ils vont venir sur votre site, ils ne vont pas acheter. Par contre, s'ils ne vont pas acheter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder le contact avec eux. Donc, soit on le transforme en achat, soit on essaie de le transformer en email pour pouvoir le faire passer des 60% au 20%, au 17%, puis au 3%. Ensuite, l'objectif, une fois qu'il est sur le site et qu'il va acheter, c'est de le faire acheter le maximum possible. Pourquoi? Parce que, et ça s'appelle donc le panier moyen, hein. Le PM, là, que vous voyez, c'est le panier moyen. Pourquoi? Parce que quand j'ai payé 10 € Facebook, par exemple, Facebook Ads pour faire venir un client, s'il me rapporte 10 €, bah, c'est tout juste, enfin, c'est pas rentable, j'ai juste voilà, rentabilisé ce que j'ai investi. Par contre, s'il me rapporte 20, 30, 40 € parce que j'ai été bon à ce moment-là pour lui faire acheter plus, bah, je gagne en rentabilité. Et enfin, la dernière étape, c'est le repeat. Donc, le repeat, c'est le fait de faire revenir un client pendant la même année pour qu'il rachète votre produit. Idem, quand vous le faites venir une fois et que vous l'avez payé 10 € une fois pour qu'il vienne sur votre site, vous devez tout faire pour qu'il rachète plusieurs fois dans l'année parce que ça vous permet de faire baisser votre coût d'acquisition d'un client et de faire augmenter effectivement votre rentabilité. Donc là, ce sont vraiment les étapes par lesquelles passe un client. Et l'objectif de la machine de croissance, c'est d'améliorer chacune de ces étapes. Donc, de faire en sorte d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent sur votre site, donc dans l'acquisition, de faire en sorte, au lieu d'avoir 0,5% de conversion, donc 0,5% des gens qui achètent sur votre site, d'avoir 1,5, ainsi de suite, et de faire en sorte qu'au lieu qu'il achète une fois, qu'il achète 3 fois. Et donc, une fois que vous avez mis en place et que vous avez réussi à mettre en place ce modèle, vous allez voir automatiquement que vous allez faire de plus en plus de croissance parce que vous avez compris que votre client, il ne suffit pas de faire venir, si vous faites venir 5 000 personnes, il ne suffit pas d'en faire venir 10 000 ou 15 000 pour faire de la croissance, mais il faut aussi agir sur toutes les étapes de vie suivantes d'un client. Et donc, comment on fait pour faire ça? On met en place ce que j'appelle, moi, le protocole TDV. Donc, c'est pareil, c'est un protocole que j'ai testé à de nombreuses reprises. Et le protocole TDV, en fait, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. L'idée, c'est d'aller, comme je vous disais, améliorer chaque étape du cycle de vie de vos clients. Donc, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de clients qui vous connaissent, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de clients qui viennent sur votre site, faire en sorte que vous convertissiez de plus en plus de clients, et ainsi de suite. TDV, ça signifie Target Driver Value. Alors, l'objectif du protocole TDV va être de lister dans des petits tableaux l'ensemble de vos cibles. Donc, la target. Vous avez la cible, je sais pas moi, la cible bobo, la cible senior et la cible je sais quoi. Ça n'a aucun sens, mais on va le dire comme ça. De lister l'ensemble des leviers que vous voulez tester. Donc, Facebook Ads, Instagram, Pinterest, Google Ads, référencement, tout ce que vous voulez tester. Et ensuite, un troisième tableau où vous allez lister l'ensemble des valeurs sur lesquelles vous voulez travailler par rapport à ces cibles-là. Alors, ça pourrait donner un tableau comme ça. Par exemple, vous avez un produit qui est sustainable, écologie. Bon, bah, c'est une de mes valeurs sur lesquelles je veux travailler. Vous avez un produit Made in France, pareil. Vous avez un produit où vous voulez prendre le savoir-faire, pareil. Donc, vous faites vos listes comme ça, liste de cibles, liste de canaux, liste de valeurs. Et ensuite, votre objectif, ça va être de croiser toutes ces listes pour créer ce que j'appelle donc des packs TDV. Vous allez mettre votre cible 1 avec votre canal 2 avec votre valeur 3, votre cible 2 avec votre canal 1 avec votre valeur 4, ainsi de suite. Vous allez mixer comme ça l'ensemble de ces tableaux-là. Ça va vous donner des listes de packs. Vous allez en avoir peut-être 20, 30, 40, 50 à tester. Vous allez vous dire, OK, le bobo, eh ben, je vais aller essayer de le toucher sur Instagram et lui parler d'écologie. Le senior, je vais essayer d'aller le toucher sur Google Ads et lui parler de Made in France, ainsi de suite. Vous allez comme ça lister l'ensemble des packs que vous allez faire, que vous souhaitez tester. Et l'objectif, c'est de rentrer dans une boucle itérative ultra rapide de tests pour valider et invalider les hypothèses qui fonctionnent. Donc, vous vous dites, OK, je veux améliorer mon acquisition. Donc, souvenez-vous, je ne vais pas revenir sur le cycle de vie du client. L'acquisition, c'est la deuxième étape. Je veux faire venir plus de gens sur mon site. OK, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire la liste de mes packs. Et je vais aller chercher les bobos sur Instagram en parlant du savoir-faire. Je vais aller chercher les seniors, ainsi de suite. Vous faites la liste de tous vos packs et tous les 5 jours, vous menez le test sur un pack. Donc, si vous vous êtes dit, mon premier test, ça va être les bobos sur Instagram, je vais leur parler de savoir-faire.
pendant 5 jours, vous vous concentrez sur ce test-là et vous allez aller sur Instagram et vous allez les chercher. Alors, avec de la publicité, par exemple, vous allez chercher tous les bobos et vous allez leur parler de votre valeur qui est, enfin, de votre mission, de votre valeur, de votre PVU, ce qu'on appelle la proposition de valeur unique, qui est le savoir-faire. Et pendant 5 jours, vous allez faire ça. Vous allez tester. Et à la fin de ces 5 jours, vous allez avoir un résultat. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'effectivement, sur Instagram, les bobos, ils sont conscients, ils sont réceptifs, pardon, à ma proposition de valeur savoir-faire? Oui, bah c'est super. Le test, on le met dans un autre tableau, dans le tableau des tests réussis, et on fait tout pour l'optimiser à fond. Non, ça n'a pas marché, pas grave, je repasse au test suivant. Alors là, ça va être, je sais pas moi, les bobos, mais cette fois par email, et cette fois, je vais leur parler que ma marque est fun. Et ainsi de suite, comme ça, je vais pouvoir aller de manière très rapide tester, valider ou invalider des packs TDV qui fonctionnent ou non. Alors, si vous vous posez la question de comment prioriser ces packs, il y a une façon très simple, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'ai 50 packs, mais lequel je teste en premier? Je vous donne une petite méthodologie que j'utilise. Vous allez lister vos packs et vous allez leur donner une note sur 10. Cette note, elle va comprendre 3 critères. 1, le potentiel. Alors là, c'est super subjectif. C'est selon vous, est-ce que si on va chercher des bobos sur Instagram et qu'on leur parle d'écologie, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Donc, c'est assez subjectif. Si vous pensez que ça peut grave fonctionner, vous mettez la note la plus haute sur 10. Inversement, vous mettez 0 si ça ne peut pas fonctionner. Le coût, faire de la pub sur Instagram, c'est un coût. Est-ce que ça coûte très cher? Est-ce que ça coûte pas très cher? Donc là, en fonction de la note, pareil, vous mettez plus ou moins 0 ou 10. Et enfin, la facilité. La facilité, ça peut être, je sais pas moi, si je veux aller tester quelque chose de très difficile à mettre en place. Ouais, si je veux aller tester avec les bobos avec des leviers influenceurs sur le savoir-faire. Pour moi, des influenceurs, on les trouve pas en 5 jours. Hein. Il va falloir aller travailler, il va falloir aller chercher, les prospecter, il va falloir négocier, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas très facile à mettre en place. Donc on va lui mettre une note un peu plus élevée. À la fin, quand vous avez noté comme ça tous vos packs, vous allez avoir des notes sur 10. Vous filtrez. Ceux qui ont la meilleure moyenne, c'est par eux que vous allez commencer. Puis après, vous descendez jusqu'à ceux qui ont la moyenne. Vous allez voir, étonnamment, que ce n'est pas ceux qui ont la meilleure moyenne généralement qui fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par le milieu, attention. Mais la plupart du temps, moi, je suis surpris parce que mes premiers tous mes premiers tests ne fonctionnent pas. Et vous allez voir aussi que si vous avez 10 tests, il y en a certainement 8 ou 9 qui ne vont pas fonctionner. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Moi, je ne connais pas de génie de la growth qui vous dit tout de suite, hop, là, tu fais ça, tu verras, ça va marcher. Tous ceux qui font de la growth correctement mènent des tests. Et l'idée, c'est de mener ces tests le plus rapidement possible pour éliminer tout ce qui ne fonctionne pas et aller trouver ce qui fonctionne le plus rapidement possible. Donc, normalement, en 2-3 mois, vous avez la capacité à aller tester ultra rapidement tous ces packs-là sur vos priorités dans le cycle de vie du client. Si la priorité, c'est de faire l'awareness, vous testez sur awareness. Si la priorité, c'est de faire de la conversion parce que vous vous rendez compte que quand vous envoyez 100 personnes sur votre site, il y en a 0 cachette, alors, évitez d'aller faire de l'acquisition. Ça veut dire qu'il y a un problème de la conversion. Donc, ce que vous faites, c'est que vous placez sur le cycle de vie conversion et vous allez tester sur votre site des packs TDV sur la conversion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tester des packs TDV sur la conversion? On crée des pages où on va parler de notre proposition de valeur qui peut être l'écologie. On crée cette page spécifique et on envoie notre cible dessus à travers un canal. On répète ça. Et on teste comme ça rapidement pour augmenter la conversion. Et on fait passer notre conversion de 0 à 1%. Et une fois qu'on a réussi ça, hop, on peut refaire de l'acquisition, ainsi de suite. Alors, la dernière question à laquelle vous avez peut-être besoin de répondre, c'est OK, comment je sais que mon test a fonctionné ou pas? Et alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre si vous n'êtes pas fixé d'objectif en amont. Je suis bien conscient que l'objectif ultime, c'est de faire des ventes. Ça, il n'y a pas de doute. Sauf qu'avant de pouvoir faire des ventes, il y a des étapes intermédiaires. Donc, à vous de vous fixer les objectifs. Vous dites, OK, sur ce pack-là, mon objectif, c'est ça. Si je ne l'atteins pas, je ne me pose pas de questions, je dégage. Et je passe à la suite. Maintenant, si vous voulez vous poser des objectifs, si vous êtes sur un objectif de vente,
La réponse à laquelle et l'équation à laquelle il faut répondre pour savoir si votre test a marché, il faut que votre coût par acquisition, donc le budget que vous avez mis divisé par votre nombre de commandes générées, soit toujours inférieur à votre panier moyen annuel client. Donc, en gros, si un client, il vous coûte 50 euros, si vous devez mettre 50 euros sur Facebook Ads, par exemple, pour obtenir un client, mais qu'un client, quand il achète chez vous à l'année, il vous en rapporte 40, pas la peine de continuer. Ou alors, il va falloir sérieusement optimiser le levier parce qu'il y a du travail. Donc, c'est la seule et unique méthode que vous pouvez mettre en place pour savoir si effectivement vous êtes rentable ou non sur un pack que vous avez mis en place. Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est que vous puissiez dès demain mettre en place ça. Alors, dès demain, on est dans une période un peu bizarre où effectivement il y a l'été qui arrive. En plus, c'est pas la forme d'un point de vue économique. Mais par exemple, vous pourriez vous dire, OK, de septembre à décembre, je vais mettre en place cette méthodologie de croissance rapide. Je vais identifier sur quelle période de la cycle de vie de mon client j'ai vraiment des problèmes, et je vais mettre en place ma boucle itérative de 5 jours et faire mes tests tous les 5 jours jusqu'à trouver les équations qui fonctionnent le mieux. Et voilà. Je réponds à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Morgane. C'était super intéressant. Moi, j'ai une question. J'en profite avant que tu poses ces questions. On parle souvent de budget. Pour les petites marques, c'est très compliqué. Combien de budget est-ce que tu conseillerais d'allouer pour faire tous ces tests? Et est-ce qu'on peut attendre un retour sur investissement derrière? Donc, si on se dit on alloue 1 000 euros, est-ce qu'on est certain de trouver la formule magique qui permettra d'avoir 2 000 euros de chiffre d'affaires in fine? Ouais, je crois que j'ai à peu près cette question 100% du temps. J'imagine. En fait, elle est extrêmement dure à répondre à cette question, mais j'essaie de toujours répondre en 2 axes. La première chose, c'est est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, un background de data à analyser par rapport à tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous connaissez combien vous coûte un client quand vous devez acheter un client à un média? Combien est-ce qu'il vous coûte pour être acheté? Est-ce que vous avez déjà cette donnée-là? Si vous avez déjà cette donnée-là, si vous savez que vous devez donner 10 euros à Google Ads, 10 euros à Facebook Ads pour avoir un client chez vous, dans ce cas-là, c'est simple. Vous faites effet de levier et vous dites, si je mets 100, ça va faire 100. C'est pas toujours vrai, mais c'est à peu près la méthode qu'il faut mettre en place. Maintenant, si vous partez avec zéro, rien, vous ne savez pas du tout, vous êtes vraiment perdu, vous n'avez jamais testé Facebook Ads, Google Ads, en tout cas, vous êtes au point zéro et vous n'avez pas de data à analyser, donc vous ne pouvez pas mettre en place une équation pour savoir quel budget vous devez mettre en place. Alors, dans ce cas-là, je vais préconiser de budgétiser pour vos tests à minima de manière mensuelle 30 fois votre panier moyen. Voilà. Quand vous allez mettre en place, donc je sais pas, vous avez un panier moyen à 100 euros, vous mettez mensuellement 3 000 euros de budget. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir continuer à 3 000 euros toute votre vie ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que pendant cette période de 2 à 3 mois de vos tests, 3 000 euros par mois, ça suffira. C'est un budget, je suis bien conscient, c'est beaucoup de budget, surtout quand on est jeune créateur. Mais ce budget vous permettra de déterminer quel est votre coût d'acquisition client. Et une fois que vous avez votre coût d'acquisition client, tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus facile pour se projeter dans la budgétisation. Voilà. Vous savez que si un client il vous coûte 100 euros, vous n'avez que 1 000 euros de budget, vous ferez dans les 10 ventes. Voilà. Ce sera à peu près mathématique. Pas exactement ça parce que faire des effets de levier sur les canaux d'acquisition, c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas parce que on fait x10 qu'on va faire x10 de CA. Après, il faut maîtriser les outils, faut le faire d'une certaine manière, ainsi de suite. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne orientation. Donc, si vous partez de zéro, vous faites 3 fois votre panier moyen et vous le mettez mensuellement, si vous avez des datas, connaissez combien vous coûte un client à l'achat. Et là, vous pouvez budgétiser assez facilement combien il vous faut pour faire vos tests. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que certains d'entre vous veulent en profiter? Sinon, peut-être que je me disais, Morgane, peut-être que toi, tu as envie de partager un exemple de campagne qui a bien marché. Alors, en effet, aucune marque ne se ressemble. Mais ce serait intéressant. Et je vois qu'on a aussi une question.
de Andrea. Ouais. Enfin, pas une réflexion. Le souci, c'est que l'algo Facebook est nébuleux. Bah, nébuleux, oui et non. En fait, j'ai l'habitude de représenter un petit peu l'algo Facebook comme un petit nourrisson. Faut bien vous imaginer que aujourd'hui, alors, Facebook a énormément progressé en termes d'intelligence artificielle. Depuis 2019, on dit même, ils l'ont dit à leur dernière conférence, l'algorithme Facebook est devenu plus intelligent que n'importe quel consultant en Facebook Ads pour diffuser les publicités. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un algorithme apprenant et au fur et à mesure, plus vous allez le nourrir en argent et donc plus lui il va être en capacité à aller adresser vos cibles et à ramener les cibles sur vos sites et analyser qu'est-ce que font les gens sur votre site et qui sont vos acheteurs, plus quand il va diffuser vos Facebook, vos ads ensuite, il va être pertinent dans la manière dont il va adresser. C'est-à-dire qu'il va analyser les gens qui achètent, qui mettent au panier, qui cliquent sur tel ou tel produit. Et ensuite, quand vous allez faire vos campagnes, lui va être en capacité d'aller chercher les personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Donc, au début, effectivement, il est nébuleux. C'est une vérité parce qu'au début, c'est un petit bébé, c'est un nourrisson, il ne connaît rien. Et plus vous allez le nourrir, plus vous allez le faire grandir, plus vous allez le nourrir en acheteur, en mise en panier, en clic produit, ainsi de suite. Plus il va grandir, plus il va apprendre, plus il va devenir adulte. Et à un moment, il va arriver à un taux de maturité qui va faire que il va savoir parfaitement vers qui adresser vos publicités. Et généralement, ce taux de maturité, il est atteint, et alors c'est Facebook qui nous le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, à peu près à une cinquantaine d'achats. Quand vous commencez à avoir une cinquantaine d'achats mensuels sur votre site, l'algorithme est assez nourri pour pouvoir adresser parfaitement votre cible à travers les ads. Et Andrea dit quelque chose de très pertinent qui est que sans pixel Facebook sur notre site, on est mort. C'est super important de bien paramétrer le pixel et de s'assurer qu'il marche aussi pour faire ses pubs. Exactement. C'est un des prérequis absolument fondamental. On n'est pas rentré dans le détail de tous les leviers d'acquisition qui existent. Effectivement, demain, vous vous lancez sur Facebook. Le jour 0, vous avez installé votre pixel sur votre site parce que sinon, vous ne nourrissez pas l'algorithme. L'algorithme fait la connexion avec votre site grâce à ce pixel-là. Si vous ne le faites pas, dites-vous que tout l'argent que vous mettez à chaque fois sur les Facebook Ads, c'est bien, ça va peut-être vous rapporter des clients, mais à chaque fois que vous allez remettre une campagne et un budget, vous allez repartir à zéro parce que l'algorithme n'aura rien appris de qui sont vos clients. Donc effectivement, installez le pixel et n'utilisez pas, ça c'est un autre conseil, du coup ça me vient en même temps, n'utilisez pas le petit bouton booster que vous voyez quand Facebook, quand vous faites un post sur Facebook, il vous propose de booster votre publication. Ne faites pas ça, ça c'est la tirelire à Facebook et c'est ce qui leur apporte énormément d'argent parce qu'il le met super bien en avant. Le problème de ce petit booster là que vous avez, le petit bouton booster que vous avez sous la publication, c'est que vous avez la main à peu près sur rien, sur aucun ciblage. Vous n'avez même pas la main en gros sur votre objectif. Si vous comptez faire des ventes juste en boostant, ça ne fonctionnera pas parce que la campagne ne sera pas optimisée correctement pour les ventes. Vous n'aurez pas la main sur les audiences. Bref, ne faites pas ça. Première chose à faire, vous ouvrez votre Business Manager. Donc, vous tapez Business Manager Facebook sur Google, vous ouvrez votre compte Business Manager. C'est le logiciel de Facebook pour gérer les ads. Il va vous donner votre pixel dans le Business Manager. Vous prenez votre pixel. Si vous savez faire, vous le mettez sur votre site. Vous demandez à votre développeur de le faire. Et ensuite, vous commencez à faire des campagnes. On a plusieurs questions, c'est super. Tu veux que je te les lise? Allez, vas-y, je me laisse guider. Une question de Violette. Donc, x30 le panier moyen réparti sur tous les canaux ou sur un seul canal? Alors non, oui, ça va être réparti sur tous les canaux parce que sur un seul canal, ça va. Là, on va faire bon croûte à tout le monde. Non, ça va être réparti sur l'ensemble des canaux, mais en fait, tu verras que tu ne vas pas en tester tant que ça de canaux. Tu vas pas en tester tant que ça. Il y a des canaux indispensables que tu vas vite tester en premier, qui sont Facebook et Instagram pour les ads, qui va être Google Ads si tu as un produit où il y a de la requête, où il y a de la recherche. Voilà, peut-être un peu Pinterest, l'email aussi, mais l'email coûte souvent très peu cher. Enfin, voilà. Donc, tu verras que tu vas vite être, en tout cas sur le digital, hein, tu vas vite être condensé sur les canaux principaux. Mais ce qui va être important, c'est de mettre la bonne cible en face du bon canal et en face de la bonne proposition de valeur.
Si vous avez une cible peut-être, et c'est vraiment un exemple parce que j'ai des exemples comme ça, mais si vous avez une cible qui est un peu plus âgée, il y a de fortes chances que vous la trouvez plus sur Facebook que sur Instagram. Encore une fois, c'est par expérience, hein, vous pouvez me prouver le contraire à n'importe quel moment. Mais voilà, donc du coup, l'idée, c'est d'aller tester ces 2-3 canaux et donc effectivement de prendre 30 fois votre panier moyen et de le répartir correctement sur ces canaux-là. Et vous allez vite vous rendre compte vers quel canal vous allez devoir vous diriger en moins de 2 mois et donc répartir votre budget plus sur certains canaux que d'autres. Merci Morgane. J'enchaîne avec l'autre question. Donc, une question de Amani. Pour les petites créations, est-ce qu'il est indispensable d'avoir un nombre important de modèles et de pièces pour mettre en place ces processus, ou bien tout est proportionnel à notre production? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens exact de la question. Si tu Amani, parles est-ce de que peut-être ta qu'on peut largeur demander de de gamme, préciser? Est-ce que c'est ouais, nombre de SKU? exactement, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est une question importante par rapport au commerce, effectivement, ta largeur de gamme. En fait, j'ai pas compris si c'était qu'il fallait avoir du stock ou tout est proportionnel à la production. Comme elle parle de production, je me demandais si c'était par rapport au stock ou par rapport à sa gamme. Ok. Peut-être que par curiosité, tu peux nous dire quel est le nombre moyen de SKU Alors, à avoir, enfin minimum, ouais. avant de mettre tout ça en place? Alors, d'un point de vue fondamental, quand tu fais du e-commerce depuis des années, tu connais une règle, c'est plus ta gamme, entre guillemets, est large, hein, toute proportion gardée, plus tu as de chance, plus tu augmentes ton taux de conversion. Pourquoi? Parce que plus tu as de chances d'avoir le produit qui correspond à ta cible. Maintenant, ça, c'est en train quand même de vachement être contredit par plein de modèles qui se mettent en place avec des marques qui se lancent, qui n'ont pas une folle profondeur de gamme, voire même qui ont un seul produit, monoproduit à la commande et qui arrivent à cartonner et à vendre. Alors, effectivement, comme je disais, d'un point de vue fondamental, plus ta gamme est large, plus tu as la chance d'augmenter ton taux de conversion. Mais attention, il y a des modèles qui nous prouvent le contraire en ce moment. Donc, là, pour moi, on remonte en fait un palier dans le cycle, enfin, quelques paliers même dans le cycle de vie du client, qui est l'awareness et qui est la manière en fait dont tu vas créer ton ADN de marque, la manière dont tu vas créer ta plateforme de marque, tout ça, et comment tu vas faire comprendre à ta cible que même si tu as qu'un seul produit en fait en précommande, comment c'est le produit absolument qu'il leur faut. Et aujourd'hui, il y a des marques qui le font excessivement bien et qui nous prouvent que finalement avoir 200 produits sur son site, c'est plus tout à fait utile aujourd'hui. Merci. Une question sur la temporalité, notamment sur quand est-ce qu'il faut faire des tests. Par exemple, si on fait des tests en septembre, est-ce que c'est les mêmes comportements qu'en décembre ou en mars, notamment Non, pour les soldes, pour Noël? non, effectivement, ça n'a pas du tout être les mêmes comportements. Alors, il y a une saisonnalité globale liée au e-commerce d'un point de vue général, mais il y a surtout une saisonnalité par rapport à votre produit. Et c'est la saisonnalité de produit qu'il va falloir tester. Si vous vendez des maillots de bain, je vous conseille d'éviter des tests en décembre, par exemple. Voilà. Privilégiez votre saisonnalité pour faire vos tests. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à mettre en place certaines choses. Mais le gros de vos tests, et si vous voulez avoir des résultats pertinents rapidement, il faut le faire dans vos saisonnalités. Alors, pas forcément au pic de vos saisonnalités, parce que le pic de saisonnalité, il faut que ça soit le moment où vous ayez compris ce qui fonctionnait, mais au moment où la saisonnalité commence à monter. Comme ça, vous êtes prêt au moment du pic, vous avez validé vos packs, vous avez validé qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et vous pouvez déplacer l'ensemble de vos budgets sur ce qui fonctionne au pic de la saisonnalité. On a aussi une question de Laura qui demande pour certaines cibles comme les bobos qui sont très difficiles à cibler. Donc, tu donnais Ouais. l'exemple de la cible senior, c'est simple parce qu'on met des tranches d'âge, mais comment est-ce qu'on fait pour cibler les bobos? Alors, ça, c'est une question qui est super difficile parce que ça va être en fonction du canal, il va y avoir plein de moyens différents. En fait, alors, là, encore une fois, c'est par expérience. Moi, quand j'arrive pas à identifier une cible parce que l'outil ne me permet pas d'identifier la cible techniquement, en fait, je prends le problème dans l'autre sens. Je cible un peu plus large. Je fais ce qu'on appelle les audiences blanches. Alors, attention, les audiences blanches, quand on n'a pas, je mets juste le petit warning là, mais quand on n'a pas l'expérience, c'est très difficile à maîtriser. Une audience blanche, c'est une audience large, très large, quasiment presque pas ciblée, juste avec, en tout cas avec des grandes lignes.
Et au lieu d'aller donc affiner, d'avoir une audience fine, une audience large, et en face de cette audience large, je vais mettre une proposition de valeur tellement bien travaillée que dans cette audience large, il y a vraiment que ceux qui sont intéressés par cette proposition de valeur qui vont interagir avec mon ad. Donc, si j'adresse les bobos, il faut que je connaisse parfaitement quel est le wording du bobo, qu'est-ce qu'il aime, quelle est la mission qui va lui plaire, quel est le type de visuel qui va lui plaire. Enfin, voilà, je crée, alors, moi encore, j'ai des outils. Moi, j'ai une plateforme de cible que je crée avec tous les éléments là que je vous ai annoncés. Et vraiment, je parle comme eux, je fais tout ça. Et ça me permet petit à petit, en fait, d'aller refermer mon audience blanche parce que je vais connaître de mieux en mieux cette cible. Et une fois que j'ai fait venir un maximum de personnes sur mon site ou sur une landing page. Alors là, on a encore une autre notion. Une landing page, c'est une page d'atterrissage pour une page de vente. Une fois que j'ai assez de personnes caractérisées, ciblées, qui sont venues sur cette page-là, moi, j'ai plus qu'à dire à Facebook, maintenant, tu vas me chercher toutes les personnes qui ressemblent aux gens qui sont venus sur cette page-là. Donc, j'ai fait la démarche inverse. Je suis d'abord parti de la proposition de valeur dans une cible très large. J'ai fait venir dans cette cité large que les gens qui étaient intéressés par cette proposition de valeur. Et une fois que j'ai créé mon saut d'audience grâce à tout mon trafic que j'ai généré sur cette page, je dis à Facebook, je cite que ces personnes-là et c'est parti. Et ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut utiliser ton procédé pour la création de communautés avant le lancement des ventes? Question d'Amélie. Alors, oui et non. En fait, tu vas pouvoir utiliser surtout le haut du cycle de vie. Parce que si tu n'as pas de produit à vendre, tu vas t'arrêter à l'acquisition. En fait, hein. Tu ne vas pas pouvoir faire conversion ou quoi que ce soit. Sauf si tu as déjà un produit à faire voir. Et alors, dans ce cas-là, tu peux complètement l'utiliser, mais tu ne vas pas faire de vente et tu vas faire de la capture d'email. Et alors là, ça peut être ultra puissant au moment où tu vas effectivement release ton produit parce que tu auras déjà une communauté de 2000, 3000, 4000 emails. Et alors là, on a des gros succès en crowdfunding qui font ça parce que pendant 2 mois, 3 mois auparavant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont constitués une base de communauté en travaillant sur ce haut de funnel, donc l'awareness, l'acquisition et la conversion en lead, en travaillant sur ces trois piliers-là. Et tu te construis une base email. Alors, je parle beaucoup de base email parce que, attention quand même, je sais qu'on aime bien avoir des grosses communautés Instagram, des grosses communautés Facebook, un petit peu moins, mais Instagram, c'est vachement important. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable de vendre sur Instagram que par email. Donc, quand vous voulez faire un lancement de produit comme ça, concentrez-vous sur capturer de l'email et sur ensuite accompagner votre client par un système de scénario d'emailing. Une fois que la personne vous a donné son email, derrière, vous ne le lâchez pas évidemment. Vous mettez en place des scénarios automatiques d'email qui vont l'accompagner dans la maturation du profil et vous allez le faire descendre dans la fameuse pyramide de maturité, donc du 60% jusqu'au 3% pour que au moment où vous allez faire votre lancement, vous lancez votre email de lancement et vous avez une partie de toutes les personnes de qui vous avez capturé l'email que vous avez fait mûrir du haut de la pyramide du 60% jusqu'au 3% et qui vont vous acheter directement. Donc oui, effectivement, c'est carrément applicable, mais sur la partie haute du cycle de vie. Et justement, une question d'Audrey Marie sur les précommandes. Donc, quand on procède avec ce système, quand est-ce qu'on doit mettre en place les ads? Combien de temps en avant? Puisque avant, on n'a justement rien à vendre encore. Alors là, c'est pareil, il faut que je me ferme bien la question. Donc, tu veux dire En fait, que tu as un système de boucle de précommande où tu n'as rien du tout et tu vas faire des précommandes ensuite. C'est ça que… J'imagine que c'est un lancement produit, par exemple, je lance un maillot de bain iconique en juin. Quand est-ce que je dois faire mes publicités? Enfin, est-ce que c'est en mars? Est-ce que c'est en février? Combien de temps en avant pour ma précommande? Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a une règle parfaite. Moi, je fais environ, en fait, je fais environ entre 2 et 3 mois, mais ça va vachement dépendre en fait du cycle de vente de ton client. Je veux dire, si tu vends un produit à 30, 40 euros, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus court de réussir à convaincre ton client de t'acheter que si tu vends un produit à 300 ou 400 euros. Donc, en fonction du temps que tu dois mettre pour convaincre ton client et pour accompagner ton client dans la compréhension de sa valeur, parce que quand tu as un produit à 400 euros, tu as intérêt à bien expliquer pourquoi est-ce que ton produit 400 euros et pourquoi est-ce qu'il correspond parfaitement aux besoins. Donc, ça va prendre plus de temps que si tu as un produit à 30, 40 euros où là, tu vends moins la valeur et plus le produit. Voilà. Mais généralement, c'est entre 2 et 3 mois.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, donc peut-être que si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Et sinon, on va clôturer là. Après, si vous avez des questions même qui vous viennent plus tard, hein, j'essaye d'y répondre sans souci, comme je vous disais sur LinkedIn. Super. J'en profite pour vous parler des prochains webinaires. Donc, comme je vous ai annoncé, on en aura un dans 2 semaines sur les relations publiques et presse avec une journaliste de Vogue. Vous pouvez vous inscrire via Gloria qui vous enverra le lien pour vous inscrire. Alors, je sais que certains ici ne sont pas dans le programme de solidarité. Donc, si jamais vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas soit à m'ajouter sur LinkedIn, soit à regarder notre page Facebook, LinkedIn, parce qu'on publie pas mal de nos webinaires sur notre page LinkedIn. Et puis, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire merci. Bonne journée à tous et merci d'être venus. Au revoir. Salut.